Donc, c'est Philosophie pour enfants et manière de vivre démocratique. Je vais le faire en deux temps. Je vais essayer de regarder un peu quels sont, d'après moi, quelques-uns des éléments, des habiletés, des outils dont on peut avoir besoin pour vivre de manière démocratique et quelles sont aussi les dispositions ou les attitudes dont on pourrait aussi avoir besoin. Et ensuite, comment la philo pour les enfants, telle que, moi je travaille avec l'approche de Lippmann, telle qu'elle est développée par Lippmann, a été développée par Lippmann et bien d'autres par la suite, peut contribuer à construire ces outils, ces éléments, ces dispositions, afin qu'on puisse vivre de manière démocratique. Alors, allons-y, puisque le temps file. Qu'est-ce que la philo pour les enfants? Ben, c'est, comme le disait Lippmann, à la fin de sa vie, en 2003, lors d'une entrevue que j'ai faite avec lui, il disait ça a pour objectif d'aider les enfants à utiliser la philosophie de telle manière qu'ils puissent améliorer leur capacité d'apprendre et donc de penser dans toutes les disciplines enseignées à l'école. Pour lui, c'était fondamental. La philo était d'abord un instrument pour apprendre à penser. Et à penser de manière évidemment complexe, et on verra un peu plus loin. C'est présent aujourd'hui dans 74 pays, donc c'est pas une petite histoire, ça a commencé il y a 50 ans, alors il y a plein d'endroits dans le monde où ça se passe. Ça prend différentes formes selon les endroits, mais beaucoup de pays ou d'endroits se sont inspirés directement de la démarche que Lippmann et Anne-Margaret Sharp, sa collaboratrice, ont mis en place à la fin des années 60. Pour Lippmann, il y avait deux objectifs à poursuivre, en fait, en philo pour enfants. Un premier qui disait concernant la société et un autre concernant l'individu. Et il ajoutait, même si plusieurs pourraient être en désaccord avec moi, je pense que l'objectif social est la démocratie. Et le texte qui suit, nous utilisons la philosophie pour aider les élèves à se préparer à devenir membres d'une société démocratique. Et pour devenir membre d'une telle société, il faut être capable il est nécessaire, dit-il, de savoir bien lire, bien écrire, bien écouter, mais aussi bien penser. Et dans la mesure où la philo peut contribuer à la transformation de l'enfant en ce sens, elle prépare le futur citoyen d'une société démocratique. La démocratie, c'est bien sûr une forme de société, et souvent elle est définie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais c'est aussi, et c'est ce sur quoi je voudrais insister ce matin, une manière de vivre. Pas seulement une forme de gouvernement, mais une manière de vivre. Une manière de vivre ayant pour valeur centrale la liberté, l'égalité et la volonté de ceux et celles qui y participent de vivre ensemble de manière solidaire et raisonnable, en faisant appel, et là j'ai mis en rouge, j'aurais pu le mettre pour que ça flash même, à la discussion intelligente et la collaboration. Ce sont deux éléments extrêmement importants. Dewey, qui a été quelqu'un qui a beaucoup inspiré Lippmann, disait en 1939, 39-45, ça vous rappelle quelque chose, hein? On était au début de ce qu'allait être la Deuxième Guerre mondiale. Il disait, j'incline à croire que le cœur de la démocratie, sa garantie ultime, se trouve dans la possibilité de s'arrêter spontanément au coin de la rue pour discuter avec ses voisins de ce qu'on a lu à ce jour-là dans les journaux non censurés. Dans une conférence, toujours la même qu'il prononçait, il disait « L'intolérance, les insultes, les mauvais traitements pour les divergences d'opinion en matière de religion, de politique ou de commerce et en raison de différences de race, de couleur, de fortune ou de degré de culture sont des trahisons du mode de vie démocratique. Tout obstacle à une communication libre et complète, ajoutait-il, dresse des barrières qui séparent les individus en cercles et en cliques, en sectes et en factions antagonistes et mine par le fait même le mode de vie démocratique. Les lois garantissant les libertés civiles, telles la liberté de conscience, la liberté d'expression ou la liberté de réunion, ne sont guère utiles si, dans la vie courante, la liberté de communiquer, la circulation des idées, des faits et des expériences sont étouffées par le soupçon, l'injure, la peur et la haine. Et il terminait en disant « La démocratie, en tant que manière de vivre, est régie par la foi personnelle en la collaboration quotidienne entre les individus. » Alors, si il avait raison de penser ainsi, que la démocratie en tant que mode de vie appelle ces éléments-là, il me semble que pour moi, le premier élément qui devrait être présent dans une démocratie, présent en termes d'habilité pour les personnes qui font cette démocratie, c'est le dialogue.
Le dialogue, parce que dans une démocratie, il y a pluralité. Pluralité de points de vue, bien sûr. Il y a différentes factions qui interviennent dans une démocratie. Donc, important que le dialogue se mette en place. Divergence d'opinion, évidemment, qui demande du coup aussi dialogue. Et l'idée qu'on puisse ensemble trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons dans cette démocratie. Premier élément, donc, dialogue. Deuxième, l'idée qu'on puisse ensemble, dans une démocratie, en tant que manière de vivre, s'engager dans une recherche en commun. Qu'on ait un souci d'enquête, donc. Et pourquoi ce souci d'enquête? Parce que la démocratie, c'est jamais atteint une fois pour toutes. Il n'y a pas de démocratie, ça y est, on peut s'asseoir, on est sur nos lauriers. C'est un problème, la démocratie, un problème qui est constamment à solutionner. Et la solution que l'on donne à la démocratie repose le problème de la démocratie elle-même en tant que manière de vivre, qui appelle une nouvelle solution et ainsi de suite. Entouré d'une préoccupation pour un bien qui est commun aussi, et non pas simplement un bien individuel, puisque nous vivons ensemble et non pas séparément. Et donc, du coup, un engagement vers ce bien commun par ceux qui participent à cette manière de vivre qu'est la démocratie. Collaboration aussi, un autre élément qui me paraît important dans une démarche comme celle-là. Valorisation de l'entraide, du coup, du fait qu'on se donne un coup de main entre nous. Valorisation de la solidarité entre les personnes qui construisent cette démocratie ou cette manière de vivre. Distribution du travail aussi, parce que même si on est égaux en droit, on n'est pas nécessairement tous égaux en fait. Il y en a qui sont meilleurs dans certains aspects, d'autres qui sont meilleurs dans d'autres aspects, donc distribution du travail. Et compétition, elle sera présente dans une démocratie aussi, mais sous le chapeau de la collaboration et non pas l'inverse, la collaboration sous le chapeau de la compétition. Écoute, ça m'apparaît un autre élément extrêmement important dans une démocratie comme manière de vivre. Écoute active, bien sûr, où on essaie vraiment d'entrer dans l'univers de l'autre et pas uniquement de rester dans son propre univers à soi, puisqu'une démocratie suppose la rencontre, implique la rencontre, ouverture d'esprit, du même coup, de la part des personnes qui vivent cette manière de vivre qu'est la démocratie. Et non seulement écoute, mais réflexion, une réflexion qui s'engage dans l'écoute elle-même et qui fait que cette réflexion entraîne le développement ou devrait entraîner la présence de ce que j'appelle la pensée critique, c'est-à-dire une pensée qui est guidée par des critères, des raisons qui sont relativement solides et qui donc exige de la part de ceux qui vivent dans une démocratie comme manière de vivre la nécessité d'évaluer les raisons que l'on peut partager entre nous, qui est aussi préoccupé des présupposés que nous avons, parce que souvent on a un présupposé, c'est souvent, je définis souvent un présupposé comme étant tout ce que les autres ont que moi je n'ai pas, hein? Mais évidemment, j'ai aussi des présupposés. Nous avons la plupart du temps beaucoup de présupposés dans nos propos, et qui est sensible aux différences contextuelles, qui ne fonctionne pas uniquement par des principes, mais qui tient compte des contextes précis qui sont en jeu. Mais aussi pensée créative. Je pense que dans une démocratie, nous avons besoin de gens qui, vivant dans cette démocratie comme manière de vivre, font appel à leur pensée créative. Abdenour l'a évoqué dans sa présentation. Le passé est important. C'est pas qu'il faut mettre de côté toute l'histoire. Bien au contraire, le passé est important. Mais de pouvoir imaginer d'autres mondes, c'est aussi extrêmement important parce que, je le répète, la démocratie, pour moi, est un problème. Un problème à solutionner constamment. Et donc, parce que c'est un problème à solutionner constamment, il importe de pouvoir imaginer d'autres mondes que celui dans lequel on se trouve, pour pouvoir améliorer, reconstruire le monde dans lequel on se trouve, afin qu'il devienne de plus en plus démocratique. Et donc, être capable aussi d'entrevoir, du coup, les conséquences de nos actions et de nos pensées. Et ça demande un certain nombre d'habilités de pensée et de disposition. Habilité à rechercher, par exemple, être capable de rechercher en commun. Habilité à raisonner. Abdenour en évoquait un certain nombre, j'en évoque d'autres ici. Habilité à organiser l'information qui nous est donnée. Habilité à interpréter les propos des autres, à voir ce qu'ils sont en train de dire, à ne pas présupposer que ce qu'on a compris de ce qu'ils viennent de dire, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Prendre le temps de leur poser la question, mais qu'est-ce que tu veux dire par ceci? Et aussi des dispositions, comme la douceur,
comme la simplicité. Et il y en aurait une panoplie de dispositions que l'on pourrait évoquer, qui me semblent être des dispositions importantes à avoir dans une démocratie, si on veut que cette démocratie soit vraiment un lieu où il y ait libre discussion entre tous. Un autre élément qui m'apparaît important comme caractéristique de personnes qui vivent dans un monde à la manière démocratique, c'est l'humilité. Et l'humilité sur le plan épistémologique, c'est-à-dire le fait qu'on soit engagé dans un processus autocritique, qu'on sache bien qu'on n'est pas infaillible, justement, et qu'on a besoin de se remettre en question, tant par l'autocritique qu'allant jusqu'à l'autocorrection, parce que, justement, nous sommes des êtres faillibles qui ne possédons pas la vérité et toujours en train d'être en recherche. Elle est toujours provisoire. John Dewey parlait d'une assertion garantie. Alors, cette assertion garantie, elle est garantie pour le moment. Et un jour, un argument, un nouveau fait viendra nous la remettre en question. Et c'est aussi l'humilité en tant que possibilité de remettre son ego en perspective et de voir que je ne suis pas seul dans cette démarche et que l'importance que je m'accorde est peut-être un petit peu plus grande que cela devrait être. Alors, si on entre dans une classe où je fais de la philo avec les enfants, je pense qu'on pourra voir que ces différents éléments que j'ai évoqués, qui m'apparaissent être des qualités ou des caractéristiques des gens qui vivent dans une démocratie et qui le vivent à la manière démocratique, se développent grâce à une pratique comme celle qui se joue en philo pour enfants ou en philo avec les enfants. L'expression est double. Alors, au début, dans une démarche comme celle que Lippmann a développée, la toute première chose que les gens font, c'est se mettre en cercle. Les classes traditionnelles, comme celles que nous avons aujourd'hui, ne sont pas retenues dans une démarche comme celle-là. C'est d'abord et avant tout un cercle, pour que les gens puissent se voir. Pourquoi? Parce que les visages est un complexe de signification extrêmement riche. Et qu'on puisse, si on veut intervenir et puis parler aux autres, de pouvoir les voir et avoir, plutôt que de voir la nuque d'une personne, c'est extrêmement important. Puis, les enfants, une fois qu'ils sont en cercle, les enfants sont invités à lire à haute voix une histoire, une courte histoire, un chapitre d'une histoire. C'est l'occasion pour eux de vivre une expérience commune. Et cette expérience commune, elle est, à mon sens, extrêmement importante. Il ne s'agit pas de leur demander qu'est-ce que tu as vécu en fin de semaine, toi, qu'est-ce que tu as vécu en fin de semaine, toi, qu'est-ce que tu as vécu en fin de semaine, toi, mais de vivre une expérience commune qui les réunit des gens dans un projet, qui leur donne un contexte commun, donc, d'interrogation potentielle, qui permet aussi d'entendre la voix des autres. Et donc, il y a déjà, à ce moment-là, une expérience éthique qui se vit, où il y a engagement par chacun de prendre le temps d'écouter ce que l'autre est en train de lire. Et là, ça va être à mon tour après, et puis parfois, on entend il y a des situations où, dont je n'ouvrirai pas parce que je n'ai pas le temps, mais enfin, je pourrais vous raconter des anecdotes, on verra dans la journée. Et il y a distribution du travail. Déjà, on voit que les gens sont appelés à vivre une partie du travail. Chacun fait une partie du travail consistant à lire à haute voix cette petite histoire philosophique écrite pour les enfants. Reconnaissance des différences aussi également. Puis, les enfants, on les invite à poser leurs propres questions. Donc, du coup, on part de l'intérêt des enfants. C'est le point de départ. Non pas leur dire, voici ce dont vous allez parler aujourd'hui, mais vous, de quoi vous avez envie de parler? Qu'est-ce qui vous intéresse véritablement? Qu'est-ce qui vous rend perplexe? Qu'est-ce qui vous pose question? Quelles questions vous aimeriez poser? Et c'est l'occasion, du coup, pour certains, d'appeler les autres à l'aide en disant, je ne sais pas trop comment la poser ma question, j'aimerais bien, je la vois là dans ma tête, mais je ne sais pas trop comment faire pour y arriver, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Il y a du coup un développement de sentiment d'appartenance à un projet qui est commun déjà par la lecture préalable, commun par le fait que chacun est invité à poser des questions. Il y a vraiment l'idée d'une communauté qui est en train de se créer. Je parlais de coopération tout à l'heure. Il y a vraiment l'idée d'une communauté qui est en train de se créer, ne serait-ce que par le biais du fait qu'il y a lecture en commun et le fait qu'on se pose des questions en commun. Et c'est l'occasion aussi pour certains de clarifier leurs questions, parce que parfois, on pose des questions, on pense qu'elle est claire, et là, tout à coup, quelqu'un dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par telle chose? »
Et là, c'est l'occasion de clarifier les questions. Et puis, voilà qu'apparaît la troisième étape, qui est celle de, on pourrait dire, la création de la communauté de recherche, du groupe de personnes qui vont discuter de l'une ou l'autre des questions qui auraient été retenues par les enfants. Et donc, le dialogue sera présent, puisque dans une communauté de recherche, la discussion se met en route. Dialogue qui n'est pas une conversation, parce que dans une conversation, ce qu'on fait, c'est qu'on se rencontre, puis on parle de tout, de rien. L'important, c'est d'être ensemble dans une conversation. Alors que dans un dialogue, l'important, c'est davantage, oui, le fait d'être ensemble, mais de s'engager dans une recherche ensemble. Et non pas simplement d'être présent, de sentir qu'on avance vers quelque chose. Ce n'est pas un débat non plus, au sens étroit du terme, où il faut nécessairement qu'il y ait un qui gagne et qu'un autre perde. Rappelez-vous le débat des chefs, rappelez-vous le mot débat dans son sens étroit. Il y a le mot débat dans son sens large, qui est la confrontation des idées pour faire émerger du sens et de la vérité. Oui, ça pourrait être cela, mais dans ce cas-ci précisément, ce n'est pas un débat, le dialogue qui est en jeu. C'est davantage une délibération, c'est-à-dire une recherche en commun, où ensemble, on essaie de comprendre ce qui est en jeu. Je pose des questions pour essayer de donner du sens de plus en plus à ce qui est problématique, voire même à trouver des vérités provisoires qui seront éventuellement remises en question par d'autres faits ou d'autres arguments. Dans une communauté de recherche, il y a coopération, donc évidemment, puisque, étant donné ce que je viens de dire, coopération entre tous les membres, et donc moins compétition que vraiment coopération. Écoute attentive, on voit les enfants prendre le temps vraiment d'écouter les enfants ou les adolescents ou les adultes. Il n'y a pas d'âge pour cela, au fond. Prendre le temps de vraiment attentivement d'écouter ce qui se dit, au point de demander à l'autre, est-ce que c'est ce que tu voulais dire quand tu viens de dire cela? Mais ça ne se fait pas au début, en passant. Tout ce dont je parle en ce moment, c'est un processus qui demande du temps. C'est pas dès la première rencontre, tout est là, puis bonjour, merci. Et ça ne se fait surtout pas un vendredi après-midi, une fois par 6 mois. Les recherches nous ont montré que tout cela a un impact dans la mesure où la fréquence est importante. À chaque semaine, pendant des années, pour en arriver finalement à avoir une démarche comme celle-là. Serge, avec la recherche que tu as fait, par exemple, avec le programme de prévention de la violence et philo pour enfants, les enfants avaient travaillé pendant 1 an. Et là, au bout d'1 an, on peut voir qu'il y a une différence. Mais quelques semaines, ça suffit pas. Souci de compréhension, donc, de la part des gens. Reformulation aussi. On prend le temps de reformuler et de dire, bon, ben, ce que tu viens de dire, est-ce que j'ai raison de penser que ce que tu viens de dire, c'est ceci? Et on donne la chance à l'autre de prendre le temps de reformuler. Dans une communauté de recherche, il y a la présence du respect qui s'installe, et David Anthony, qui est ici, pourrait nous en parler longuement, puisqu'il fait sa recherche de maîtrise sur le respect, justement. Comment la communauté de recherche permet l'éveil au respect. Au respect de quoi? Ben, des personnes qui sont présentes, évidemment, dans cette communauté de recherche. Au respect des idées aussi qui sont en jeu. Et au respect des outils que nous utilisons pour pouvoir s'engager dans cette recherche en commun. Dans une communauté de recherche, il y a de la confiance qui s'installe aussi. On devient de plus en plus confiant parce qu'on sent qu'on est dans un lieu où on n'est pas jugé en tant que personne. Évidemment, nos idées sont jugées, nos idées sont évaluées. On nous demande sur quoi ça repose ce que tu viens de dire, quelles sont la force des raisons que tu as, sur quoi tu t'appuies pour dire cela. Ça, c'est jugé, ça, c'est évalué. Mais la personne en tant que telle, que tu sois un homme, une femme, un blanc, un noir, ça n'a plus d'importance, puisque nous travaillons dans un projet commun. Donc, confiance en soi-même, et ça, c'est très important. Vraiment, encore une fois, il y a des recherches qui ont montré que lorsqu'on fait une démarche comme celle-là, l'estime de soi augmente. Alors, la confiance en soi augmente. Confiance aux autres. Et confiance dans la communauté elle-même, dans toute cette communauté qui est en train de se créer, et confiance au processus même qui se met en route. Confiance que le processus de recherche va nous conduire éventuellement à trouver des solutions ou des réponses aux questions que l'on se pose. Liberté, c'est un autre élément qui apparaît dans une démarche comme celle-là. Il y a de l'espace pour la liberté. Liberté de penser. Hein? On n'est plus contraint de se faire dire par l'autre ce que tu dois penser. J'ai même entendu récemment dans une classe une enseignante dire à ses enfants, « Bon là, arrêtez de penser. Je vais vous dire quelque chose. » Je me disais, enfin c'était pas une classe de philo là, mais je me disais,
c'est pas tout à fait ce qui se passe dans une communauté de recherche, bien au contraire, on est invité à penser. À penser par et pour soi-même. Et là, si on s'arrêtait là, on pourrait penser, mais on est en train de développer des individus individualistes qui ne pensent qu'à eux, que pour eux et uniquement. Mais non, puisque ça se fait dans un cadre où on pense avec les autres. Et parce qu'on pense avec les autres, bien, on tient compte du point de vue des autres. Et donc, oui, on pense par et pour soi-même, on apprend de plus en plus à se connaître, à reconnaître les valeurs qui sont importantes pour soi, mais dans une perspective où on le fait avec d'autres. Et parce qu'on le fait avec d'autres, bien, les autres peuvent nous influencer et même nous amener à cette fameuse autocorrection dont je parlais tout à l'heure. Communauté de recherche, espace pour incertitude aussi. La fameuse certitude, tu dois être certain, sinon il n'y a plus rien qui marche. Non, il y a incertitude dans une communauté de recherche. Il y a étonnement aussi, hein, le moteur, pour certains, pour plusieurs, de ce qu'est la philosophie. Il y a doute, il y a présence du doute. Je ne suis plus certain, là. Je pensais que, mais il me semble que peut-être que... Il y a questionnement de la part des enfants, de la part de l'animateur aussi, parce que l'animateur n'est pas là uniquement pour simplement écouter les enfants et puis dire « Ah, c'est fantastique ce que tu viens de dire, c'est merveilleux ». Non, il y a questionnement de la part de l'animateur pour les mettre au défi de penser par et pour eux-mêmes. Il y a recherche, évidemment, en commun. Et, je le répète, pour moi, l'autocorrection est... S'il y avait une valeur de fond qu'on pouvait identifier, à mes yeux, dans une démarche comme celle-là, ce serait l'autocorrection. La capacité, le souci, l'envie, le désir de se remettre en question pour pouvoir mieux entrer dans l'univers de l'autre. Plutôt que d'entrer dans l'univers de l'autre en lui disant « Je vais te montrer comment ça marche et je vais te dire ce que tu dois penser. » Alors, si on regarde tout cela, et puis on pourrait développer, mais il n'y avait que quelques minutes ce matin, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu dans une communauté de recherche, allant de la rigueur de la pensée, au dialogue, à la coopération, au respect, à la confiance, au courage, on pourrait en parler pendant longtemps aussi. L'espace pour les émotions est extrêmement important. Le caring thinking en anglais, ou la pensée attentive en français, ou la pensée vigilante, quel que soit le nom, est extrêmement importante. L'incertitude, je vous en parlais, l'autocorrection, je ne reviendrai pas là-dessus. La pensée multidimensionnelle, souvent, on pense, je termine là-dessus, c'est la dernière, souvent on pense que la philo, c'est une démarche visant à la formation de la pensée critique. Et ça s'arrête là. Dans une démarche comme celle-ci, en fait, il faut ajouter à la pensée critique la pensée créative, la capacité d'imaginer d'autres mondes, et la pensée attentive, ou le caring thinking, qui fait que justement il y a écoute, respect, considération pour les autres, je dirais un souci de voir que les mots sont importants tout autant que les personnes avec qui on participe. Et je pense que quand on développe à la fois tous ces outils et toutes ces dispositions, et je résume évidemment ce matin, ben, on peut imaginer qu'on est en train de former des gens qui vivent l'expérience de la démocratie comme manière de vivre. Merci.